Et voilà, on aimerait vous présenter notre projet qui est tout au début, on peut le dire, hein. On n'a pas du tout l'échelle industrielle ou même manufacturière qu'on est habitué à avoir dans ce secteur. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience. Avant de commencer, on va peut-être nous présenter un peu. Voilà, deux images. Donc déjà, notre rencontre, c'est deux backgrounds différents. Moi, en tant que plasticien, je suis aussi descendant d'une tradition de travailleurs dans la sidérurgie et bien sûr aussi de paysans. Donc les deux secteurs qui ont façonné le Luxembourg. Et là, vous voyez un travail que j'ai fait à la faculté il y a 15 ans. Donc à l'époque, c'était un costume, c'était presque un déguisement, mais avec le bleu original de mon grand-père. Mais entre-temps, c'est devenu un vrai habit de travail. Donc, je fais de la soudure avec. Donc, voilà, ça a changé de statut. Peut-être Caroline peut se présenter aussi. Oui. Alors, moi, je suis costumière. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Oui, un peu plus. Okay. Dans le milieu du cinéma et aussi du théâtre. J'ai fait mes études en Angleterre, un cours qui s'intitule Costume for Screen and Stage. Donc, je me suis depuis toujours intéressée au textile et surtout aux costumes d'époque et aussi au patronage, à sa fabrication. Et donc, on s'est connus. Alors, du coup, de ce fait, au cours de ma carrière, j'ai assez souvent eu à dénicher un grand nombre de bleus de travail qui devaient donc être à l'image, portés figurants ou voilà. Du coup, je ne sais pas, ça m'a beaucoup plu parce que moi aussi, je suis originaire donc du Luxembourg, mais avec des parents franco-italiens qui sont venus déjà avec leurs parents au Luxembourg aussi pour travailler à l'usine. Donc ça, c'est mon background. Et j'ai toujours apprécié à trouver ces bleus de travail, donc aussi en seconde main, mais aussi à démarcher des musées du Luxembourg aussi, qui ont tout un tas de bleus bien usés, on va dire, et joliment rafistolés aussi. Et du coup, moi, j'étais sur un projet dans des friches où Mich travaille de toute façon quasi tous les jours. Et c'est là qu'on s'est connus à discuter sur le bleu de travail que lui portait. Et on s'est rendu compte tous les deux à quel point, en fait, on aimait beaucoup cet objet. Et c'est voilà, au fur et à mesure qu'on a décidé d'en faire un projet. Tout à fait. Pas directement, enfin un projet, quoi. Donc une étude. Et peut-être que tu peux continuer là-dessus. Oui, justement, tout projet commence bien sûr avec une recherche ou le fait de collectionner des pièces, des artefacts. Mais pour mieux vous expliquer ça, on a pensé quand même de vous montrer un peu le contexte socio-économique aussi du Luxembourg, parce qu'on parle souvent du cliché de paradis fiscal, mais avant ça, il y a eu autre chose. Et voilà, c'est donc pour ça, voilà un peu l'index de quoi on va parler. Est-ce que le Luxembourg a été ou est toujours un pays de col bleu? C'est une question vraiment qu'on peut se poser. Quelques dates, quelques chiffres. À partir de 1839, à l'époque, le pays était orienté principalement vers l'agriculture, avec des grands problèmes, je m'excuse, avec des famines. Il y avait un exode, c'était un pays d'émigration vers les États-Unis, vers le Brésil. Et l'industrie, la grande industrie était presque inexistante. Par contre, à partir des années 1850-60, il y a eu une redécouverte des minerais luxembourgeois, lorrains, bien sûr, c'est les mêmes gisements. Et donc, à partir de là, il y a eu vraiment un boom et par conséquent un arrêt de l'exode et aussi le début de l'immigration italienne, polonaise et allemande.
Donc, on parle vraiment, à partir de là, de la dominance du secteur de la sidérurgie. Et pour vous montrer, dans les années 60, oui, les 30 glorieuses jusqu'à avant la crise du pétrole, un actif sur 5 des Luxembourgeois travaillait dans ce secteur. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà eu ce constat qu'on était trop dépendant de ce secteur. Donc, essai de diversification économique sous influence américaine, Goodyear, DuPont, Monsanto, par exemple. Mais donc, à partir de 73-74, déclin de ce secteur et invention ou établissement d'une réponse économique, donc le secteur des finances et des services. Encore une fois, souligner aussi le nombre de porteurs de bleu dans la sidérurgie, 27 000 au pic des années glorieuses, et maintenant 3 900, mais lundi, ArcelorMittal a encore annoncé la réduction de 15% des effectifs, donc ça va encore diminuer. Voilà. Aussi, bien sûr, la part du PIB de 30% jusqu'à 2% aujourd'hui. Une image qui reflète bien cette transition économique aussi, c'est une affiche de la Banque et Caisse d'épargne de l'État, mais qui se montre avec une image quand même assez dominante de l'époque. Hein. Donc l'ouvrier et le paysan étaient du point de vue visuel beaucoup plus présents que de nos jours. Aussi pour souligner cette production par tête d'habitant, c'est une image d'un film d'animation des années 20, produit par la société Arbed à l'époque, qui elle aussi montre bien les détails, bien que dessinés, mais les détails des habits. Juste une image des années 20 aussi, qui montre bien aussi la diversité et les réparations, les usures des bleus dans l'usine. Et bien sûr, il ne faut pas, ça a été dit avant, il ne faut pas oublier le bleu dans le monde rural aussi, hein, qui était le monsieur à gauche. Moi, j'ai grandi dans un petit village. C'était assez récurrent, encore jusque dans les années 80, je dirais, de voir des paysans, ou même, petite anecdote, des petits paysans qui ont arrêté leur activité agricole, qui ont été embauchés dans les nouvelles sociétés Monsanto installées dans une zone rurale, mais qui, elle, a arrêté après 15 ans seulement d'activité. Mais après, les anciens paysans étaient en retraite, mais gardaient toujours leur bleu, comme le monsieur, pour travailler dans le jardin, notamment. Voilà. Le bleu, ou la blouse, on dit, hein, reste quand même assez iconique, surtout dans les régions rurales, pour notamment les défilés de Hemmelsmarsch, on appelle ça, pour l'ouverture des kermesses des villages. Donc il y a un cortège avec les fanfares et les agneaux, on dit ça. Les agneaux, les moutons, oui. Mais le bleu a quand même presque disparu dans le monde rural, je dirais. Là, c'est une image pour montrer un peu les activités où moi je suis involvé. Je suis actif dans 2 collectifs d'artistes, actifs sur 2 friches différentes, friches sidérurgiques, à Dudelange et Chifflange, dans le sud du Luxembourg. Et là, bien sûr, on essaye aussi de volontairement porter plus les bleus de travail pour à la fois travailler, mais aussi faire nos événements, nos performances. Là, c'était une soirée autour des improvisations culinaires des travailleurs dans l'usine. Par exemple, là, vous voyez
des matfourches, c'est des saucisses bien consistantes avec des oignons et de l'ail qui sont cuites pendant des heures sur des résistances électriques. Et c'était c'était une performance avec des stations culinaires qui relataient à l'usine. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les pin-up. Vous voyez un peu flotter dans l'armoire derrière. Ça fait partie du décor. Et pour finir un peu cette introduction, le dégradé, la variation des bleus lors d'une manifestation contre la fermeture de l'usine de Dudelange en 83. Voilà. Deuxième question, est-ce que le Luxembourg, c'est ou c'était un territoire textile? On a parlé de l'usine de l'industrie lourde, mais avant ça, il y a eu aussi des manufactures, des filatures, des draperies, des tanneries, surtout dans la partie nord, vers les Ardennes belges, parce que là, il y a les écorces des chênes qui sont utilisées pour traiter les peaux. Et plus vers le centre et l'ouest, il y a eu des draperies, des ganteries. Par exemple, La Rochette, c'était le centre de ces activités, et ça depuis le XVIe siècle, surtout dans des ateliers à domicile. Mais toute cette activité a cessé au plus tard avec la fin du service militaire obligatoire en 69, parce qu'il confectionnait entre autres, à côté des habits de travail, les uniformes. Et oui, je pense que la dernière société a cessé son activité en 80. Là, quelques images pour montrer le travail dans les forêts pour défaire les écorces, les tanneries du Nord, dans le décor plus ou moins rural. Un site qui reste, je dirais, le dernier des draperies de laine, qui reste à Esch-sur-Sûre. C'est un musée vivant qui a repris il y a 10-15 ans non seulement une activité muséale, mais aussi qui travaille avec des artistes et des designers pour retravailler la laine locale, pour faire des tests sur les couleurs, le coloriage, mais aussi de faire des decks. Des couvertures. Des couvertures, merci. Mais aussi des objets de design. Alors voilà, et on est en train de voir avec eux aussi comment travailler ensemble. Et encore quelques images du centre névralgique des draperies luxembourgeoises. La Rochette, il y avait quelques manufactures de moyenne taille jusque dans les années 60, 70, et qui aussi, vous voyez, en bas, qui ont essayé de fabriquer des jeans luxembourgeoises. Et voilà, la dernière en activité, la vestimenta, avec exemple intéressant à droite, un pantalon, une tenue de travail de l'armée. Voilà. Je passe la parole à Caroline. Voilà, et donc avec ça en background, on a eu envie de lancer le projet qui s'appelle Hoedlafatz, qui est un nom luxembourgeois, ce qui veut dire c'est composé de deux mots, hoedel d'un côté et fatz de l'autre. Deux fois, ça veut dire en fait un bout de tissu déchiré. Et on dit ça notamment aussi quand on a trop bu. On dit qu'on est Hoedlafatz, donc on trouve ça rigolo de jouer là-dessus. Et voilà. Du coup, cet état de... Oui. Luxembourg, ouvrier, c'est pas que des banquiers. Je viens de Dudelange. Ça vient aussi du travail lourd et éprouvant, et donc il faut se rafraîchir après. Donc forcément. Ah oui, il y avait des petits bouts qui expliquaient exactement combien les ouvriers avaient le droit de boire ou devaient boire même pendant les longues heures. Ouais. Et on en arrive à cette remise en valeur du bleu en dehors de son contexte traditionnel. Tout simplement, pourquoi le bleu? Pour nous, c'est l'emblème quand même du dur labeur,
de la bonne qualité, du travail bien fait et justement de nos origines, des deux côtés. On a tous les deux aussi eu pendant longtemps et toujours encore une façon de travailler dur aussi, bien sûr pas comme les ouvriers, ça c'est sûr. Et du coup, moi surtout de mon côté, ça m'a donné très envie de tirer un peu un frein à main, parce qu'en tant que costumière au cinéma, très souvent on n'a plus trop le temps d'aller dans les détails, de se prendre le temps. Donc bien sûr, il faut toujours faire des recherches historiques, le design, tout ça. Donc c'est la partie qui me passionne beaucoup. Mais bon, j'en ai eu un petit peu marre par moment de toujours devoir courir, ne pas avoir le temps de vraiment développer certains designs ou juste les questions qui se posent, donc aussi culturellement, sociologiquement. Et là, ce projet-là, moi, ça me donne en tout cas une base et une opportunité de me poser un petit peu, de réfléchir à ce qui est important aussi de nos jours, comme M. Milan disait tout à l'heure, cette mode du jetable, tout va vite, va vite. Voilà, donc on a envie de créer un objet, mais la création, la mise en vente, c'est quand même secondaire, on va dire, dans ce projet-là. C'est plus le chemin de faire ses recherches, de repartir sur des bonnes bases, et aussi donc la matière première, les qualités, bonne qualité, la durabilité, le côté écologique. Donc on a vraiment envie de se prendre le temps. Du coup, je peux me remettre. Pardon. Je vais juste voir où. Et voilà, et c'est notre façon en fait de répandre cette problématique de l'éthique de production, de la consommation de masse, et aussi de ce travail qui va des fois trop vite, où on n'a plus le temps de trouver ses repères, de penser aux détails. Et c'est sur ce que voilà, maintenant pour l'instant on a fait beaucoup de recherches. Moi de mon côté, je fais des mood boards, je fais des expérimentations de patronage aussi. Donc l'idée à la fin, c'est d'avoir une petite ligne de bleu de travail, donc de veste qu'on aurait faite avec ou bien des matériaux entièrement récupérés, ou alors tissage au cœur de notre musée au Luxembourg ou dans la grande région. Donc on est aussi toujours encore à la recherche de partenaires. Et ensuite, bon, pour cette expérimentation, moi, je m'amuse beaucoup à justement reprendre des anciens patronages, que ce soit le bleu, la veste ou le pantalon, et à étudier un peu ces patronages, à les superposer avec des patronages modernes, et un peu entre les lignes trouver mon propre design qui reste très très épuré. Et donc pour l'instant, comme de toute façon, ça il faut le dire, quand on a commencé notre projet, on a été stoppé direct un peu avec le Covid. Donc moi je me suis un peu lancée sur une collection capsule. C'est pas une collection qui devrait sortir, mais que j'ai envie d'exposer après justement dans les lieux dans lesquels on travaille, toujours en lien avec le patrimoine. Et aller chercher un peu, bon là c'est pas, je reste toujours dans le bleu, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans justement ce design, toujours cette coupe épurée, simple, qui est basée sur des coupes anciennes, mais d'aller un peu aussi vers le truc moderne, et presque même, je n'irai pas jusqu'à la haute couture, mais voilà. Donc c'est un peu un terrain de jeu pour moi, et c'est là où j'en suis en ce moment. Donc là voilà, c'est un peu des patronages qui traînent à l'atelier. Et puis on pourrait peut-être, voilà, et les défis qu'on se lance justement, c'est de trouver c'est quoi notre matière première. Donc on adorerait ou bien récupérer, parce que moi je suis aussi madame récup de toute façon pour mes stocks et tout ça, mais donc récupérer des anciens tissus, des rouleaux, ou même d'autres tissus de bonne qualité, des cotons, mais on est même ouvert à travailler avec autre chose, peut-être du chanvre. Bon, le moleskin c'est le top, mais bon, ça va être difficile. Ou alors, voilà, d'aller tisser des petits morceaux avec les musées avec lesquels on est en contact en ce moment. Voilà. Ensuite, la production et la main-d'œuvre. Comme au Luxembourg, ce milieu-là est inexistant, c'est très difficile. Bon, moi, je connais des couturières, tout ça, mais du coup, la production est trop onéreuse, c'est pas possible. Donc voilà, on est toujours encore à la recherche. On a des prises de contact avec des ateliers protégés, voilà, voir comment. Donc c'est ça nos défis, et on a vraiment envie de produire, que ce soit juste à petite échelle, un produit fait avec amour, basé sur notre passé, et voilà. Reprends peut-être un peu le flambeau. Oui.
Voilà, là encore peut-être quelques images de notre réaction textile oui, au Covid. à la situation Covid. Donc on était confrontés, comme beaucoup d'indépendants, à un freinage ou un stoppage pur et net de nos projets. Et bien sûr aussi des recherches concernant le Who de la FAT. Et on s'est dit à un moment, OK, on va essayer d'en profiter et de tester notre approche à petite échelle, hein, sur ce bout de tissu. Et voilà. Du coup, on a produit des masques comme ceux qu'on porte aujourd'hui, qui sont, on s'est dit, on va faire un design un peu différent, sans élastique. Et notamment avec des morceaux de récup de tout le tissu de bleu qu'on a déjà pu collectionner depuis un certain temps. Et moi, pour l'été, j'ai aussi ma variante en chute de kimono. C'est plus léger. Voilà quelques exemples des modèles qu'on a fait. Réversible aussi. Oui. Voilà. Ce qui nous attend, détails, teinture. Voilà, donc moi je me suis mise aussi à la lecture de teintures naturelles. Donc dans mon métier, j'ai souvent dû teindre du tissu, pas de souci, mais c'est vrai que je me suis jamais trop posée sur la question des teintures naturelles. Donc ça c'est très intéressant. Pour l'instant, je suis surtout encore dans les recherches. Je trouve pas le mot. Je suis pas encore dans la pratique. Je suis dans la théorie. Voilà. Et puis juste la dernière. Slide. Ah, ça y est. Ça y est.